Grand 2, de la verticalité à l'esthétique de la praxis. Grand A, l'accès aux conditions d'existence, la verticalité. Petit 1, comment exister quand on n'a pas les moyens de vivre? Comment exister quand on ne fait que survivre? Le survivre n'est que crainte et tremblement. On a réduit cette terreur à la peur du prédateur prédaté. Mais ce n'est là qu'une composante de l'état de nature. La situation d'homme naturel est métaphysique, ontique. Seule la philosophie peut désigner l'état de manque de l'homme naturel. La vie sensible et la vie physique requièrent certes un équipement élémentaire, mais encore insuffisant pour organiser l'élémentaire vie sociale. Avec quelle arme se défendre, se protéger et attaquer? C'est un bien dur état que d'être le sous-développé prédateur prédaté que Prométhée va parrainer. Pas de crocs, pas de griffes. De même que l'humanité a inventé le feu, élément pourtant réputé naturel, elle s'est servie de la seule arme qu'elle possédait, la verticalité. Celle-ci est déjà outil et arme de l'ethnocentrisme. Donnez-moi la verticalité et je soulèverai le monde. Elle va se révéler posture redoutable parce que physique et physique des corps. Qu'est donc la verticalité? L'équilibre entre deux forces égales et de sens contraires. Voilà déjà une mesure scientifique, le fondement de toute une dynamique. Une unité de mesure va se constituer. Le mouvement est fait de la complémentarité des contraires, de leur fusion dans une spatio-temporalité fondamentale, qui sera le principe même de l'identité du genre humain. En effet, l'immobile et le mobile, le faire et le défaire, le centripète et le centrifuge sont constitutifs du même acte, le défaire pour se refaire. Nous tenons là la tradition anthropologique de l'être et le néant, la dialectique de l'en-soi et du pour-soi, de la néantisation et de la liberté. Mais notre interprétation est contenue dans la physique comme fondement d'une anthropologie qui sera aussi parcours phénoménologique. Petit 2, la praxis du mouvement, phénoménologie de la verticalité. Petit a, l'apparition de l'Homo erectus. Enfin, l'Homo erectus est arrivé. Quel dithyrambe pourrait rendre hommage au plus vaillant soldat du genre humain, à l'athlète complet de la nature, à la plus belle créature de l'univers, au héros de la praxis. C'est l'homme qui a transformé une espèce animale en genre humain, l'Adam de l'évolutionnisme, créature créatrice, jalousée des dieux. Et voilà l'Homo erectus, la fondation de la dynastie humaine, le père d'Adam, et de la phénoménologie, celui par qui l'humain enfin commence. Tenez-vous bien, ces travaux d'Hercule et de Prométhée, associés, ont été accomplis par un prématuré. Le genre humain est une espèce bien particulière. C'est le plus démuni qui peut le plus et qui peut même accomplir le geste de la création, le procès de production, comme le divin. C'est une espèce qui sait et qui peut. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier, je l'engendrerai moi-même, la main, et j'en ferai le genre humain. Avec la main, je soulèverai même mon corps, ce levier de l'univers. Et mon corps dressé sera la première praxis. L'acte de créer doit d'abord se créer. Le genre humain apparaît alors comme une geste d'inspiration divine, puisque créatrice de ce qui fera les créatures. Il est une scène de la création qui est exemplaire de ce qui doit se créer. Le plus significatif de l'affaire est que ce héros de la praxis est resté le soldat inconnu de l'espèce. L'Homo erectus reste caché, sans aucune mythologisation. Il y a bien la fête du travail, mais c'est l'anonymat pour celui qui est pourtant à l'origine, non seulement du travail, mais du faire, de l'acte de faire, de la création du faire. On lui a préféré l'Homo faber et l'Homo sapiens pour caractériser la praxis, la création de l'outil. Mais lui a offert son corps comme moyen de la praxis. Il s'est créé comme instrument de travail, comme fonctionnalité en totale rupture avec le corps relais. D'homme de l'être, il se fait homme de la praxis. D'une patte, il fait une main, de cette main l'outil du corps, et de celui-ci le corps-outil. Il est à l'origine de la création sans péché et sans animisme, ces deux origines de la vie, idéologique.
Il est notre salut possible, celui de la création rendue à l'homme après le long parcours de la laïcisation. Première mission, premier salut, premier travail, faire son corps. L'Homo erectus doit donc en un seul geste, de quadrupède, devenir bipède. Il doit tout d'abord se dresser sur les pattes de derrière. D'autres savent le faire, mais lui reste debout. Ce n'est pas tout d'accéder à la verticalité, il faut y rester. Déjà, les singes supérieurs abandonnent. Pourquoi faire debout? La première conquête, c'est l'équilibre. Être équilibré, l'Homo erectus réalise du premier chef tout un programme de vie. Être équilibré, c'est rester à la verticale, pour alors, autre mouvement, se déplacer. Quel travail de synchronisation déjà? Se redresser, rester à la verticale, se déplacer. D'un pas, l'Homo erectus passe du règne animal au règne de l'humain. Quelle performance! La jubilation du petit enfant lorsqu'il arrive à marcher après un long apprentissage n'est-elle pas l'écho de celle de l'Homo erectus lorsqu'il se crée lui-même, autre création originelle, inauguration de l'espèce humaine, de l'existence humaine? Un animal qui se tient debout et qui marche, quel renouveau zoologique! Petit b, légitimité d'un ethnocentrisme de la verticalité. La verticalité est un aboutissement et un commencement. Elle achève tout un parcours de l'être et elle est le commencement du genre. Elle s'inscrit dans une relation ontologique du temps et de l'espace, l'ontologie temporelle et le mouvement perpétuel de l'évolutionnisme. C'est dans ce champ ontologique qu'elle décide des temps et de l'espace du genre. Le devenir de l'Homo erectus sera déterminé, selon la phylogénèse et l'ontogénèse, en tant que devenir du genre, mais selon les catégories devenues constitutives de cette phylogénèse et ontogénèse. Nous constituerons la phénoménologie de l'Homo erectus selon une double dimension, selon leur ressemblance, mais surtout leur différence. C'est donc en tant que détermination de l'espace et du temps que se constitueront le genre et l'individu, la double détermination de l'humain. Mais cela conduit à traiter de la verticalité du point de vue de la verticalité. Celle-ci ne fait pas que commencer. Elle dirige, elle oriente, elle décide. Elle détermine a priori tout un tracé de l'espèce. Elle est porteuse de tout un ethnocentrisme qui, à partir d'une légitimité évolutionniste, prétend tout ramener à la centralité de l'homme. Jusqu'où cette démarche est-elle légitime? Et de quelle légitimité s'agit-il? Car le projet du genre est bien de refaire le monde. Le devoir-faire qui caractérise l'homme originel légitime le projet prométhéen. Il ne faut pas avoir la naïveté écologiste de juger du point de vue de l'être, l'être n'ayant que sa logique à proposer, persévérer dans l'être. Alors il faut poser la question, quand est-ce que je persévère dans l'être? Qui déciderait d'une charte de l'être et du genre? Quelle juridiction pourrait être légitime quand la logique de l'être se fait intentionnalité du genre? Aussi la volonté de changer le monde, la prise en charge de l'évolutionnisme par le genre humain sera-t-elle prise en considération et interprétée selon le pouvoir créatif de l'homme? A-t-il les moyens de la créativité prométhéenne? Cette créativité est mesurée par le procès de production, donner existence. Par ce procès, l'humain donne existence au genre, en donnant l'espace au temps et le temps à l'espace, en créant le spatio-temporel et en imposant le devoir-faire, en créant cette équivalence de l'être. Par le pouvoir de la praxis, crée aussi l'immanence existentielle du temps et de l'espace. Le genre refait le monde, refait aussi bien que l'être, à égalité de pouvoir de création. Nous verrons même que le genre apporte une beauté suprême qui n'est pas dans l'être et qui est l'œuvre du genre. La beauté vivante de Platon. C'est le cadeau que la praxis offrira à l'être. Praxis de la verticalité qui développe tout son potentiel, son pouvoir de créer l'espace et le temps, de faire du beau. La poétique d'Hölderlin rend compte de cette opération du genre. Sa célébration des Jeux Olympiques est celle de l'œuvre de la praxis lorsqu'elle atteint la perfection esthétique. Tout le contraire de Heidegger, qui veut l'écrasement du genre par l'être. L'extase poétique de Rousseau et de Hölderlin révèle la source de l'être selon le sens de l'histoire. La phénoménologie de l'Homo erectus sera donc celle d'un ethnocentrisme légitimé par son intentionnalité,
faire le genre et sa finalité humaniste. Cette légitimité ira-t-elle jusqu'à justifier la prédation? Ça répond peut-être plus là particulièrement au passage dont on parlait avant, le passage de l'être originel à l'être naturel, qui serait dans la verticalité, si je comprends bien. Non? En partie, oui. Mais pas que, je pense pas. Parce que ça doit être un des passages. Mais s'il parle d'un état 1A à un état B, on dirait que c'est l'histoire est là, quoi, tu vois. Quand tu dis qu'il y a deux états. Je ne sais pas si vraiment. Je me trompe peut-être. Hein, c'est possible, hein, mais je pense qu'il faudra avoir une vision totale du chapitre du livre 6, parce que je ne peux pas dire que. Là, moi, je pense qu'il y a certains trucs qui me paraissent qui surnager un petit peu. Là, c'est quand il parle, qu'est-ce donc la verticalité, l'équilibre entre deux forces égales et deux sens contraires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit il ne suffit pas de se mettre debout, il faut y rester. Effectivement, quand tu es... la première conquête, c'est l'équilibre. Est équilibré, l'homo erectus réalise du premier chef tout un programme de vie. C'est-à-dire que, effectivement, le fait d'être équilibré, ça veut dire quand tu pars en avant, il faut aller en arrière, quand tu pars en arrière, il faut aller en avant. Mais c'est quand même c'est quand même quelque chose qui doit être fait si on ne veut pas tomber, quoi. Si je peux me permettre, bon, la base de la marche, c'est un déséquilibre successif. Oui, mais si tu le sens, tu ne marches pas. Tu es debout, certes, mais tu ne marches pas. Oui, mais contrôlé quand même. Oui, bien sûr. Parce que quand après, il te dit être équilibré, c'est rester à la verticale. Pour alors, autre mouvement, se déplacer. Quel travail de synchronisation déjà. Se redresser. On va faire plusieurs choses à la fois. Il faut à la fois se redresser, rester à la verticale, se déplacer. Bon, il y a quand même des choses à contrôler, quoi. Il faut que faut contrôler des trucs rien que par ton attitude, ta posture dans le mouvement, posture debout. Parce que l'animal, a priori, marche sur quatre pattes. Effectivement, il peut s'effondrer, quoi. Mais au point de vue équilibre, c'est peut-être plus facile à rester en place quand tu es à quatre pattes que quand tu es debout. Et même pour les oiseaux, parce que par exemple les oiseaux, leur corps est équilibré dans l'horizontale en fait, parce que les oiseaux sont bipèdes aussi, ils marchent sur deux pattes. Mais par contre, leur corps, la forme de leur corps, leur donne une équilibration naturelle en fait, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un arrière qui équilibrent plus facilement, à mon avis, l'être humain qui est vertical. Qui est vertical. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble dire, quoi, que la verticalité, ça veut dire un contrôle finalement de l'équilibre. Je connais quelqu'un qui est médecin, qui est chercheur justement qui a étudié les différents animaux, parce que lui s'occupe du cœur, et ce sont des questions justement par rapport à la perte d'équilibre et les troubles cardiaques, son angle de vue c'est ça. Et il y a des animaux qui sont très 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 divers, hein, depuis le pingouin, en passant par le kangourou. Enfin, il y a des animaux qui sont très très différents les uns des autres, qui sont verticaux. Hein, c'est pas du tout. C'est pas une exception. Il y a les oiseaux effectivement qui sont bipèdes, mais qui ne sont que bipèdes. Les pingouins ne sont que bipèdes. C'est vrai qu'eux, ils tiennent debout quand même. Ils n'ont pas l'équilibration naturelle horizontale. Voilà, en fait, il y a plusieurs sortes d'animaux qui ont la bipédie comme centre, comme locomotion principale, quoi. Donc,
Mais Enfin, c'est pas... lui, il passe. L'homme, apparemment, il était à quatre pattes ou dans les arbres et il est obligé de se mettre debout. Donc, à un moment donné, il passe d'un état quatre pattes ou dans les arbres à un état debout. Ça veut dire qu'il est obligé, à un moment, d'équilibrer les forces qui l'entraînent vers l'arrière, les forces qui l'entraînent vers l'avant, et de le faire constamment. Ce qui ne va pas de soi, puisque tous les animaux le petit bipèdes font pareil. Hein, tous les animaux bipèdes font pareil. C'est ça, c'est oui, ce que d'accord, mais j'en parlais avec apparemment, là, et si tu veux, il le voit, lui, peut-être, alors, dans ce cas-là, je ne sais pas, hein, mais qu'il le voit comme une transition, si tu veux. C'est-à-dire que de l'homme, si tu veux, qui est pas bipède, il passe à la bipédie. Oui. Donc, il est concomitamment obligé de faire un contrôle de son équilibre. Pas aller trop en avant, pas aller trop en arrière, s'il ne veut pas se casser la figure. Ça rejoint cette théorie un peu de l'animal prisonnier de son ADN en fait, parce qu'apparemment il y a des animaux bipèdes, ça ne va pas leur demander un effort démesuré pour apprendre à se déplacer selon leur organique. Par exemple les pingouins, à vérifier, mais peut-être c'est pas si difficile pour eux de se redresser. De la même manière qu'il y a des quadrupèdes, bon, quasiment dès la naissance, on voit qu'ils ont besoin d'en faire un effort, mais il vient très rapidement. Alors que c'est vrai que pour l'être humain, alors je ne sais pas pour les premiers hommes qui sont mis debout comment c'était exactement, mais pour l'être humain, c'est quand même toute une affaire de se mettre debout, quoi. Pour un petit homme, c'est toute une affaire. La jubilation du petit enfant. Ça prend du temps en fait. Hein. C'est une transformation de l'enfant à un moment donné devient de 4 pattes à être humain. 4 pattes. Il est à 4 pattes quand il est petit jusqu'à 2 ans à peu près, et puis paf, à un moment donné, il y a un chaos dans son métabolisme, il devient à 2 pattes. Et il y a une transformation qui s'opère dans la jeunesse de l'enfant, où il commence comme à 4 pattes, il commence sa vie à 4 pattes. Voilà, et après il parle de jubilation. Et c'est ce que Simondon appelle une individuation. On passe d'un état stable à un autre état stable, métastable, avec un chaos intermédiaire que tout le monde a dû voir s'il a vécu avec un enfant. L'enfant, il se débrouille très bien, soit sur les fesses, etc. En général, c'est sur les fesses. Il glisse, et puis après, il n'y arrive plus, quoi. Et puis, voilà, il se met à marcher. Donc, il y a claque, effectivement, mais qui est dans la vie même de l'enfant. Mais qui n'est pas dans la vie de l'animal, en fait. Parce que là, il parle de la verticalité, justement, comment l'homme sort d'un monde qui est plus immédiat. Alors, Kouskar, il a l'air de dire qu'il est un peu prisonnier de sa perception immédiate, présente, et que la verticalité sera déjà un geste de conquis, en fait, sur le monde animal, en fait. C'est une spéculation. Alors il parle aussi de l'homo erectus qu'il oppose, enfin qu'il oppose pas, mais il dit qu'on lui a préféré Homo faber, Homo sapiens, pour caractériser la praxis et la création de l'outil. C'est-à-dire qu'il a l'air de dire que, en fait, on a là aussi court-circuité le mot erectus, qui lui, dont la première mission serait finalement de faire son corps, faire de son corps un outil. C'est ce qu'on dit dans la théorie de la transformation de la voix avec la libération de la main, de la zone du cerveau qui peut à nouveau, du coup, parce que l'axe occipital change, et une partie du cerveau peut se développer, du coup. Ce qui n'était pas le cas avant. L'axe occipital de la tête, donc du poids de la tête qui fait qu'on est vertical, donc on doit se mettre dans un axe, permet le développement de zone corticale qui permet le langage. Alors je t'accorde, c'est des fragments, mais on peut que c'est des fragments théoriques mais qui semblent rationnels, quoi. Donc,
Et donc le rapport effectivement entre le fait qu'il soit debout et le fait de pouvoir vocaliser davantage, donc de pouvoir parler. Ouais, c'est à mettre en parallèle, en perspective au moins. Et la main qui qui devient non plus un outil de locomotion, mais un outil libre. Et là, la praxis avec les mains, du coup. Donc avant la création de l'outil, et avant même la praxis, il y aurait de faire de son propre corps un outil. Voilà. Homo propre apparemment de l'homo erectus, en même temps que la verticalité. Alors ce que j'arrive pas trop à comprendre justement, c'est cette question du temps. Espace et temps, comment il se dégage l'espace et temps. Où est-ce que tu le vois Je sais plus, là c'est revenu maintenant, là, mais pour dire où. Ah ouais, c'est donc en tant que détermination de l'espace et du temps que se constitueront le genre et l'individu, la double détermination de l'humain. Ben oui, enfin, pour le temps, je pense que c'est quand même assez clair parce que là, sa définition de l'instant comme montage anthropologique, si tu veux, pour permettre la praxis, la détermination de ce temps, qu'il appelle d'ailleurs, je crois, temps-substance, va constituer effectivement le genre, quoi. Enfin, va constituer la transition de l'être de la nature à l'être social, quoi. Donc je pense que là, c'est clair. Après, pour l'espace, ça l'est un peu moins, moi je trouve. Je pense que c'est toujours cette idée de se mettre debout, en fait, quoi. À partir du moment donné où c'est la conception de Kluskar, hein. C'est peut-être discutable, parce qu'on peut peut-être penser qu'il y a des choses similaires chez les animaux, mais en tout cas, ce que dit Kluskar, c'est le fait de se mettre debout, ça ouvre à l'espace et au temps, parce que se mettre debout, c'est à la fois se représenter dans l'espace, dans une autre posture que celle qui est originelle, et le temps, ça demande un temps aussi, en fait. Donc c'est là où je vois la constitution de l'espace-temps pour Kluskar, c'est dans cet acte qui est de se prendre en main, j'ai envie de dire, pour se lever du coup. Hein. Puis d'ailleurs même ça change le point de vue de l'espace-temps, quoi. On ne voit pas l'espace et le temps de la même manière si on est proche du sol, puis au moment où on se met debout, on a une autre sensation, et peut-être aussi à travers le tonus que ça demande, l'exercice du tonus pour justement pas tomber en avant ou en arrière, ça donne une autre sensation aussi. Même aujourd'hui, par exemple, pour un danseur, le fait qu'il change son tonus par rapport au tonus naturel qui lui permet de tenir debout, ça donne une autre sensation en fait. C'est parce qu'on se crée soi-même, on crée son propre corps en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le geste du danseur d'augmenter son tonus pour tenir peut-être seulement sur une seule jambe au lieu de tenir sur deux jambes. Le danseur, souvent, sa tâche, c'est de tenir très fort sur une seule jambe. Ça demande un tonus supplémentaire par rapport au tonus naturel pour juste tenir debout, dans le souci le plus économique de tenir debout pour éventuellement se déplacer. Il y a aussi un geste qui donne une autre perception de soi. Salut, c'est Patrick. Excusez-moi. Il y a un geste qui donne une autre perception de soi et une autre conscience de soi en fait. Patrick, c'est toi qui as transcrit ce livre-là. Oui, c'est ça. Il a transcrit donc de manuscrit au comment à Word. Je l'ai tapé, je l'ai relevé, à peu près les 2/3 environ. Ouais. Et c'est déchiffrer ce que je disais, parce que c'était pas évident. Ah oui, l'écriture de Michel n'est pas toujours... Ouais, elle était manuscrite. L'écriture était manuscrite. D'ailleurs, j'ai le comment... Ah, tu l'as? Moi, j'ai pas le manuscrit original, mais j'ai la photocopie, j'ai toutes
tous les PDF, les JPEG, parce qu'en fait, comme je lui envoyais, parce que moi, il m'envoyait des trucs, puis je me rappelle plus, oui, je corrigeais, je sais pas trop quoi, oui, je corrigeais les fautes qu'il y avait peut-être, qu'il me disait, et puis, donc, on voulait pas perdre le manuscrit, alors donc, je l'avais photocopié. Ah ouais. Donc, j'ai tout transformé en JPEG. Ah oui, en JPEG, tu as photographié le manuscrit. Ouais, d'accord. Okay. Au cas où ça se perdait dans la poste, on aurait pu le garder. Donc j'avais une responsabilité, limitée, on va dire, dans les sociétés. Et il y a quelques mots que tu n'as pas réussi à déchiffrer, du coup, par exemple. Ah, il y en a, ouais. Parce que là, il en reste 4, je crois. Mais comme il était encore vivant, Pouska, on pouvait lui demander. Ah oui, moi je le voyais régulièrement pour contrôler ça, ou je l'envoyais par la poste, c'était selon, mais le Paris-Agaï qui est quand même une petite trotte. Et c'était un boulot très intéressant parce que je faisais des découvertes un peu insensées sur des formulations de l'Atlantide du concept, des choses dont je vous passe les détails qui ne me reviennent pas, ou la praxis elle avait rajouté à l'être par le sujet. J'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même, ça a cherché loin, quoi. Là, il voulait appeler ce truc, ce bouquin, l'être, à un moment il le dit, l'être et la valeur ajoutée. Oui, alors, il y avait la genèse de la praxis aussi. Philosophie de la praxis, c'est déjà pris. Là, c'est ça, Pouska, il semble distinguer le monde animal du monde humain, parce qu'il pense que l'animal est un peu prisonnier du présent, de sa perception immédiate, et donc il construit l'espace et le temps par ce geste de la verticalité qu'il ouvre à l'espace et au temps, en fait. Qui se transforme à travers à la fois l'espace, passant d'une position à une autre, et aussi à travers le temps, parce que c'est un geste qui se crée dans le temps, en fait. Possible, oui. Alors moi, je pensais que c'était quand même encore plus lié, si tu veux, à la praxis du fait même de la transformation du monde, c'est-à-dire qui impose que tu aies une vision du passé qui s'appelle l'expérience, et puis une projection du futur qui s'appelle un projet, quoi, donc, de transformation. Et que pour ça, il te faut un passé, un présent, un futur. Donc c'est à mon sens ce qu'il appelle le temps substance, finalement, qui est la cristallisation de ce... Mais là tu mettrais dans Homo faber, lui il le met dans Homo erectus. Ouais, Homo erectus, oui, pourquoi pas. Oui, je crois qu'il le développe au chapitre suivant, petit 3, la création de l'espace et du temps. La création de l'espace, il me semble, c'est encore plus explicite que... Oui, c'est ce qu'il vient de dire. L'instant au chapitre 3, l'instant va réaliser l'impossible. Arrêter le temps pour en faire son temps. Circulation du temps subjectif en nœud de lacet. L'existence même de l'individu. Donc c'est ça, cette potentialité d'arrêter le temps pour effectuer la praxis. C'est quelle page là, ce que tu relis là 118. 118. À 118 déjà. Oui, là ça c'est le chapitre d'après, quoi, donc la création. Enfin le petit 3, hein, c'est le petit 3. Quoi. Petit 3, la création de l'espace et du temps. Ce qui caractérise la situation originelle de l'individu dans l'ontologique, c'est la totale impuissance à l'égard du temps et de l'espace. C'est la situation de déréliction de l'Homo erectus et du prématuré. Le temps est insaisissable, il nous traverse, il fuit, il s'écoule. L'existence n'est que participation anonyme au devenir du devenir, au temps aveugle, paradoxal, qui fonce selon un sens dépourvu de finalité. Quant à l'espace, que faire de ce résidu du temps, retomber du temps dans l'inerte, passer devenu matière, autre non-sens? La verticalité va provoquer un retournement de situation. Elle va permettre une progressive appropriation du temps et de l'espace, qui ne seront plus les constituants, mais les constitués. Le mouvement gestuel va s'emparer de l'espace, profiter de son inertie pour l'animer, s'en servir. L'instant va réaliser l'impossible, arrêter le temps, pour en faire son temps, circularité du temps subjectif en nœud de lacet, l'existence même de l'individu.
Mais il ne s'agit là que du premier moment de l'animation de la verticalité, créer les unités du temps, l'instant, et de l'espace, le mouvement. En son second moment, s'accomplit l'engendrement réciproque du temps et de l'espace. Le mouvement va se développer selon l'instant, et inversement. Le résultat sera la spatio-temporalité de l'acte vertical, le lieu commun qui permet le développement de l'humain. Telle est la programmatique de la verticalité, son passage à l'acte. Reconstituer cet acte permettra tout d'abord d'achever le parcours de l'antéprédicatif. Le mouvement perpétuel se fait éternel retour, nouvelle circularité du temps, échange parfait de l'être et du genre, commencement. Eh ben là, il reprend un peu ce qu'il avait fait dans les deux schémas, hein, un schéma du temps qui traverse un individu, un animal, on va dire, sans s'y arrêter, ou un homo très très primitif, quoi. Homo quelque chose. Hein. Chercher les mots. Voilà, donc, et puis également, donc, après on a le deuxième schéma, donc avec le temps subjectif en nœud de lacet, quoi, hein, donc à la moitié au bas de la page 118. Et puis, apparemment, il fait la même chose pour l'espace, quoi. C'est-à-dire que là, dans la première, au bas, à la fin du premier paragraphe, hein, on se posait la question tout à l'heure de l'espace, comment ça pouvait donc créer, comment il disait déjà? Voilà, donc il disait, à un moment donné, c'est donc en tant que détermination de l'espace et du temps que se constitueront le genre et l'individu, la double détermination de l'humain. Donc on avait vu que pour le temps, on pouvait le rattacher effectivement à la constitution de ce temps qu'il disait en nœud de lacet. Hein. Et par contre, on a chopé un peu sur l'espace. Donc là, peut-être qu'on a notre réponse, puisque en parlant finalement de l'animal ou d'un être non doué de praxis, il dit « Quant à l'espace, que faire de ce résidu du temps, retomber du temps dans l'inerte, passé devenu matière, autre non-sens ». C'est-à-dire que pour l'être non doué de praxis, finalement, l'espace, il en fait rien. C'est simplement un résidu. Et donc, par contre, il dit après, donc, le mouvement gestuel va s'emparer de l'espace. C'est-à-dire que finalement, l'espace dont l'autre ne faisait rien, il s'en empare, profiter de son inertie pour l'animer, s'en servir. C'est-à-dire qu'en fait, pour accéder au mouvement, mais un mouvement projeté et productif. Pas un mouvement qui récite plus ou moins l'ADN. Je sais pas. Oui, il disait l'animal récite son génome. L'animal récite son génome. Donc, et après, la dernière fois, il finit par le mouvement perpétuel se fait éternel retour. C'est-à-dire que le mouvement perpétuel, c'est-à-dire ce qu'il appelle le devenir du devenir, quoi, se fait éternel retour, c'est-à-dire que finalement, l'instant finalement est éternel retour du l'instant, enfin, peut-être, hein, ils se suivent de manière éternelle, quoi. C'est peut-être le temps de la survie, quoi, même des animaux, qui est un temps où il faut qu'ils récupèrent de l'énergie d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est plutôt un temps
un temps propre à l'homme, hein, je crois. Hein. Le mouvement perpétuel, c'est-à-dire finalement d'être traversé par le temps de manière immédiate. Voilà. Tu passes à mon sens, le côté éternel retour, c'est le fait que on est tout le temps dans le temps substance finalement. Tu es de fait dans un temps où tu as du passé, du présent, du futur. Je crois que c'est ça qui veut dire peut-être l'éternel retour. La protection de la progéniture. Non, si un animal est traversé par le temps sans l'arrêter, à partir du moment où nous, on est de fait même, de par la praxis, on est dans un temps, d'après lui, temps substance. Donc, temps substance, c'est dans un temps où à chaque fois, tu as une expression, tu peux saisir un passé, un présent et un futur. Tu es tout le temps dans un instant dans lequel tu peux avoir une représentation et une participation. C'est ce qu'il dit un peu avant. Le montage anthropologique de l'instant comme une possibilité d'une représentation qui correspond au passé, finalement, à l'expérience passée, et d'une participation qui correspond au futur, à la projection que tu vas faire dans le sens de transformation du monde, quoi, finalement, dans le travail. Le temps substance, c'est un peu l'idée que le temps devient acquis par un individu, au lieu que ce soit seulement le temps physique de l'écoulement de la matière dans des sens divers et variés. Le temps devient une acquisition de l'individu, en fait. Ouais. Il est intériorisé. C'est pas un temps qui s'écoule tout en... Il dit à un moment donné que... Conception du temps. Tu arrêtes il le dit là, tu arrêtes le temps. Enfin, le fait que où il le dit, mais... Ouais, l'instant va réaliser l'impossible, arrêter le temps pour en faire son temps. Circularité du temps subjectif en nœud de lacet. L'existence même de l'individu, sous-entendu l'individu humain. J'ai l'impression que c'est comme une appropriation du temps, du fait que quand on pense à Tran du Tao, quand il passe dans les origines de la conscience et du langage, il parle du fait que le premier sens de la communication, première trace effective de la communication, c'est la gestuelle. Et donc l'appropriation de la gestuelle par un individu, enfin par l'homo, je ne sais pas lequel il s'agit à ce moment-là, si c'est Erectus, en tout cas il semblerait, c'est effectivement la capacité peut-être à pouvoir commencer à échanger et communiquer dans la mesure où il y a une appropriation de la gestuelle qui permet à la fois de figer le temps dans un moment de communication, parce qu'il l'isole tout en communiquant, et d'autre part un rapport à l'espace parce qu'il prend possession de l'espace par cette gestuelle, quoi. Ouais, aussi, ouais. C'est par rapport au langage. Mais je pense qu'il introduit certainement la dimension du langage ou de la communication, et que même si on est encore sur le temps de l'espace de manière, je dirais, située en termes spatio-temporels, et via la verticalité, je pense qu'il va commencer certainement à introduire cette dynamique de l'homo erectus, ou habilis peut-être, je ne sais pas, je sais pas où vous en êtes exactement, mais, parce qu'il dit un deuxième point, postural gestuel, comportementaliste. C'est pas, je commence. Juste après, toute une externalisation s'ordonne et se développe d'elle-même, montage phénoménologique tout près. C'est vrai que c'est intéressant par rapport à la question animale, parce que du coup, avec cette acquisition de la gestuelle, au départ qui est très, très rudimentaire, de pouvoir se mettre debout, mais qui est déjà quand même une appropriation de l'espace et du temps, contrairement aux animaux, ça va pouvoir mener à un proto-langage du geste, en fait, parce qu'il y aura cette acquisition de l'espace et du temps, et de faire, abstraction, quoi, de pouvoir synthétiser des événements, mais à travers un geste qui est communicable à un congénère, en fait. C'est cognitif, en fait.
Ouais. Et alors que moi, ce que je connais, souvent les animaux, ils utilisent plutôt le cri éventuellement. Hein. C'est des signes comme le cri, mais ils vont pas utiliser vraiment des gestuels. Hein. Ça, j'avais lu des trucs sur les primates. Ils sont, par exemple, apparemment, ils sont pas capables de pointer du doigt quelque chose. Ils sont pas capables de pointer du doigt, il faut avoir une possibilité, et puis aussi une intentionnalité. Une intentionnalité et une conception de l'espace et du temps aussi, quoi, un intérieur, un extérieur. Ça, chez les primates, apparemment, ils l'auraient pas, hein, ce que disent. Et je pense que la verticalité, dit autrement que par Kouskar, ça permet l'appréhension, parce que ça libère les mains. Hein. Donc déjà, les 4 pattes, c'est fini, donc il y a les 2 mains qui permettent l'appréhension. Ça permet la fuite, donc la course. Et ensuite, ça libère les mains, donc ça libère un langage qui est pour tout langage dont tu parles. Alors après, je suis désolé de m'éloigner de Kouskar précisément, non, mais effectivement... Le Tran du Tao est un écho intéressant, parce qu'il est l'un des premiers, certainement, à avoir postulé... la gestuelle, enfin pas l'un des premiers, je suppose qu'avant lui, le roi courant ou d'autres l'ont fait d'une manière différente, mais lui, il le fait en termes avec une vision marxiste, donc évidemment, il y a la praxis. Mais c'est vrai que ces 3 phénomènes-là, l'appréhension, donc la saisie d'un objet, et ensuite le travail, le mot Faber, comme on dit, la verticalité, donc permettant la fuite, donc ça veut dire que le refuge dans l'arbre, et puis le seul refuge qui était dans l'arbre, par exemple, là, ça permet la course. La course à 4 pattes, ça n'est pas la même que celle à 2 pieds. Évidemment sur 2 jambes, parce qu'il le répète, et d'ailleurs il fait la référence aux Jeux Olympiques. Hein. On se souviendra qu'il était quand même quasiment sélectionnable, si j'ai bonne mémoire, via le 100 mètres au JO. Il a été Midi-Pyrénées, et puis après il a dû faire. Je crois qu'il a fait 2e ou 3e. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs il avait une formule intéressante, à nouveau toute petite digression, il parlait du sport comme étant la règle et le jeu. Et donc la règle du jeu, donc l'aspect ludique qui permet de rentrer formellement une sorte de loi et qui faisait que cette ludicité qui était justement un sérieux qui permettait d'évacuer le frivole, du strict du ludique, permettait de former les gamins, du moins de former l'adolescent et l'homme, on va dire, à une forme de régulation et de respect, etc. Mais pour revenir à Tran du Tao, c'est vrai qu'il y avait 3 critères de libération à la fois des mains d'appréhension, la course, la fuite donc, et puis ensuite surtout, je pense, la formation du cerveau qui évolue grâce à ça. Alors je ne saurais pas le lier exactement en termes anthropologiques. C'est l'axe occipital, tu vois, du trou occipital qui fait qu'il y a eu... c'est ce que on en a parlé tout à l'heure, ça permet ça libère les muscles du coup, en fait, parce qu'au lieu de devoir tenir comme ça, du coup il faut des muscles plus forts, là il y a moins besoin de muscles pour tenir la tête en fait. Les cervicales, d'accord. Ouais, et du coup ça libère. Le trou occipital se déplace. Ah ok. D'accord. Et du coup il y a une zone du cerveau qui peut se développer parce que du coup elle est rééquilibrée. D'accord. Donc elle a potentiellement de la place, ça libère une place. Ça libère de la place. Et c'est la place du langage, je crois, qui se libère. Ah ok, très bien. Ouais. Physiologiquement, là, du coup. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce que moi je le découvre en même temps que je le lis, parce que je l'ai lu il y a longtemps, l'appropriation de l'espace et du temps, une espèce de double postulation, c'est assez inédit, enfin je sais que moi... moi je crois que c'est totalement... Quasiment, moi je connais pas. Et c'est vrai que même Kouskar, à mon avis, il va plus précisément dans l'archéologie que Tran du Tao avec cette idée de se lever, enfin je sais pas, je n'ai pas lu Tran du Tao, mais il me semble que dans sa manière de parler de l'appropriation de l'espace du temps, c'est magnifique en fait. Comme il en parle, c'est un philosophe, Kouskar. C'est un philosophe aussi, mais il est plus dans l'ontologie, je trouve, Kouskar. Mais Tran du Tao, il y a des trucs vraiment très intéressants aussi. J'ai pas tout lu, parce qu'il a fait 3 bouquins pourtant. Mais j'en ai lu vraiment 4. J'en ai parlé à Claudie Cohen, qui est une anthropologue, épistémologue récemment, et qui a sorti un bouquin sur les violences, sur les squelettes des... Alors évidemment, vous allez dire, penser que je passe au gender, aux gens. Mais bon, je parle pas de féminisme, mais je parle du fait qu'ils ont retrouvé des ossements sur lesquels il y avait des traces de violence qui étaient faites, des squelettes a priori féminins évidemment, puisqu'évidemment on peut arriver à les détecter comme tels. Mais elle, qui est anthropologue et ethnologue, et qui est dans la mouvance, on va dire, de Leroy-Gourhan, elle ne cite pas Yves Coppens dans son bouquin, c'est très surprenant. Enfin bon. Et donc elle disait qu'effectivement, elle était très surprise de la théorie de la tragédie biologique de la femme de Tran du Tao.
sur le fait que le resserrement du bassin chez la femme, du fait de la verticalité, donc de la bipédie, avait tout à coup provoqué un déficit de naissance, donc une mortalité infantile et évidemment féminine, et que de ce fait, il y avait donc moins de renouvellement de la population, et lui, il cherche à travers ça l'origine concrète de l'Oedipe. Sa théorie, c'est de dire, si l'Oedipe existe en tant que théorie freudienne, quelle est éventuellement, si on peut la postuler, son origine concrète. Donc il postule l'origine concrète de l'Oedipe par le fait qu'il y a une sorte de diminution des naissances que, alors là je ne pourrais pas tout à fait être suffisamment précis pour l'énoncer tel que c'est rédigé par le Train-Duc-Tao, mais il dit qu'à ce moment-là, il y a une génération qui disparaît par le fait de cette mortalité, ou du moins une rareté des enfants, et qu'il commence à y avoir une lutte entre les jeunes mâles et le père, qui serait, si la meute, pas la meute, excusez-moi, la horde, selon Freud était concevable, bon ça c'est encore à voir parce que c'est un autre détail, mais il dit qu'en fait l'origine concrète de l'Oedipe, c'est qu'effectivement ils doivent tuer le père qui commence à monopoliser les femelles de la seconde génération, qui seraient les femelles de leur propre génération. Entendez-nous bien, quand je dis femelle, je devrais dire femme, enfin en même temps c'est une façon de parler. Et donc c'est vrai que donc, quand je parle à Claudie Cohen de cette tragédie biologique de la femme, elle n'est pas du tout au courant, elle ne connaît pas Train-Duc-Tao. C'est de l'origine de la conscience et du langage. Alors c'est dans l'origine de la conscience et du langage, effectivement, c'est l'origine concrète de l'Oedipe. Il postule l'origine concrète de l'Oedipe. Et par le biais de cette énoncé la tragédie biologique de la femme. Donc diminution du bassin par le fait de la bipédie, parce qu'il est beaucoup moins large, étouffement à l'accouchement des enfants, dont on sait bien d'ailleurs sur un accouchement déjà contemporain que on a, mettons, 1 heure ou 2 pour faire accoucher un enfant. Si la tête n'est pas passée, c'est bien extrêmement grave. D'où, évidemment, la césarienne. Et effectivement, il y a un taux de mortalité très élevé, mais y compris des femmes en couche aussi bien. Il ne lie pas ça à ce qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire le fait que le petit homme naît prématuré, quoi, et ce qui développe encore plus quoi, son besoin de sociabilité par rapport à la famille, au noyau familial, etc. Non, parce que l'impéritie dont parle Vallon, justement, et l'impéritie dont parle Jallet dans le bouquin de Freud à Vallon, Vallon, lecteur de Freud et Piaget, qui est assez génial, un bouquin d'Émile Jallet qui a été édité justement par les éditions sociales, c'est pas lié à l'impéritie, parce que le taux de mortalité, c'est qu'effectivement, il n'y a même plus d'impéritie, puisqu'il y a une mort. Donc, de ce fait, il n'y a plus d'être, si on peut dire. Donc, il n'y a plus de rapport ni de lien. Donc, après, ultérieurement, si l'impéritie, tel que tu l'énonces, pouvait avoir un lien avec ce que tu dis, je ne saurais pas l'expliquer, par contre. Et par exemple, le Néandertal disparaît pour les mêmes raisons dont tu parles, la taille du bassin. Alors moi je ne sais pas si la tragédie biologique selon Train-Duc-Tao elle est extrapolée en tout cas, c'est une question de taille du bassin que le Néandertal disparaît. Alors je ne sais pas si c'est le Néandertal en l'occurrence, parce que ce n'est pas une disparition de l'espèce en soi. Et quand Train-Duc-Tao travaillait là-dessus, il est dans les années 60, donc il ne sait pas que les ramifications, a priori, il y a une extinction d'une ramification dont je ne me souviens plus laquelle c'est exactement, tu viens de le dire, c'est le Néandertal, et que Homo sapiens sapiens, je ne sais pas quoi. C'est parallèle à sapiens. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Et je pense que Train-Duc-Tao, à ce moment-là, elle ne sait pas, parce qu'on n'a pas... non, c'est récent, ça. Tu vois, c'est très récent, ce que tu dis. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est même pas contemporain. Je ne suis même pas sûr qu'il écrit de manière contemporaine de Lucie. Train-Duc-Tao. 74, je crois que le deuxième bouquin est 74. Il a écrit au Vietnam, d'ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire que c'est peut-être contemporain. Oui, non, mais du coup, ce que je te dis là, c'est des choses que j'ai écoutées sur les cours de la Maison de l'Homme. Ah, d'accord, ouais. Et donc, et il y a des gens spécialistes de Néandertal et ils disent que la fin de Néandertal est due à des questions de morphologie. D'accord. Oui. Enfin, je pourrais te retrouver, il faudrait que je regarde. Donc c'est un lien direct avec Train-Duc-Tao, c'est génial. Parce que ça veut donc dire qu'il a postulé quelque chose qui s'avère, comment dire, vérifié depuis. Si tu regardes Néandertal, Maison de l'Homme, tu as des conférences et tu auras ça. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la conformation du bassin. Il y a eu de plus en plus de morts à la naissance, apparemment. Le fait de l'évolution interne, de l'évolution du bassin. La taille du bassin. Parce qu'il a réussi à vivre longtemps, quand même, mine de rien. Ah Néandertal, il vit de moins... je peux te dire. Mais pourquoi il s'est éteint alors du coup? Pour cette raison, la mortalité infantile. Mais pourquoi il n'est pas mort au début et pourquoi il est mort à la fin? C'est parce que progressivement, il dit que la bipédie, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'explique Train-Duc-Tao, c'est que le passage de la quadripédie à la bipédie fait que la femme
qui a un bassin plus large à un bassin qui diminue du fait de la bipédie. La marge doit finalement rééquilibrer d'une certaine manière, mais en même temps, ce bassin qui s'est donc resserré, si on peut dire, dont la largeur a diminué, crée une mortalité infantile dès la naissance. Et c'est pas postérieur, hein, c'est dès la naissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes qui meurent à l'accouchement, dont les enfants meurent à l'accouchement. Donc raréfaction des naissances, donc mortalité et extinction de l'espèce. Voilà, c'est ça. Extinction de l'espèce. Le Néandertal, il apparaît apparemment constitué à moins 400 000 et il descendrait d'Heidelbergensis de moins 1,4 million. Et Sapiens, alors, c'est Homo sapiens, c'est moins 300 000. Ah oui, c'est peu de temps. Alors, ce qui veut donc dire que si Néandertal, il y a une extinction de Néandertal, si Sapiens survit malgré cette problématique de bipédie. C'est pas le même individu. Constitution. Ah d'accord. C'est pas le même physique. Ah ok. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Néandertal s'est éteint finalement, alors qu'il a pu survivre pendant... il s'est éteint, c'est la cause de l'extinction pour l'instant. Peut-être que c'est plus au bout d'un moment qui est... C'est ça, il y a une évolution il était légèrement interne en fait, c'est ça. Ça c'est une spéculation. Je sais pas si t'es légèrement court. Là je n'irai pas là. Non, ils sont bipèdes, Néandertal. Déjà ça, il est bipède forcément. Oui, c'est déjà donc des moins 1,4 million, et Heidelbergensis, c'est déjà l'Europe. C'est la population d'Europe, plutôt du côté de la Russie. Donc il y a des migrations qui sont à moins 2 millions, entre moins 2 millions et moins... J'ai plus les dates ici, je ne l'ai pas tout pris comme repère. Mais d'Afrique, les premières populations donc, de bipèdes sont parties d'Afrique à moins 1,5 million, je sais pas, j'ai pas les dates là-dessus. J'invente parce que du coup... Après, on peut postuler aussi que le taux de mortalité des femmes, il est peut-être aussi lié à une partie de violence. Ce que dit Claude Cohen dans son bouquin, c'est pas tout à fait improbable, compte tenu des... Je sais pas le titre, mais c'est son dernier bouquin. Moi, je la connaissais pas avant de découvrir ce bouquin. Néandertal, c'est devenu de plus en plus vrai, cette histoire de rétrécissement du bassin. Si tu veux, il n'y a pas d'évolution physique, apparemment, entre moins 400 000 et moins 30 000. C'est juste que l'extinction est due à une... Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Je ne pourrais pas dire pourquoi ils ont constaté ça, mais en tout cas, bon, il semblerait que c'est la constitution... Mais au départ, il y a déjà cette constitution. Oui, mais peut-être qu'il y a beaucoup de morts, toujours, beaucoup d'enfants morts, et puis au bout d'un moment, ça finit par être un facteur... Oui, mais la constitution, elle évolue. C'est-à-dire qu'en fait, la tragédie biologique de la femme, elle n'est pas avérée dès la verticalité ou la bipédie. Non. Elle est progressive. C'est-à-dire que la dénatalité, si on peut dire, est telle qu'à un moment donné, ça peut mener à cette extinction. Surtout s'il y a la concurrence avec Homo sapiens sur le même territoire. Ça peut-être aussi. Et il y a aussi concurrence, en l'occurrence, il y a une rivalité, ouais. C'est le cas. C'est le cas, parce que là, en moins 30 000, c'est en Europe. Hein. Moi, je sais qu'en Charente, d'où sont mes parents, il y a Ce qui est bizarre, c'est que à moins 30 000, il y a encore des étant donné le niveau des populations à l'époque, ça ne doit pas être énormément. Et puis la superficie des forêts françaises... On ne peut pas savoir pourquoi ils se sont... Je veux dire, apparemment, c'est peut-être des violences aussi. Mais en tout cas, le facteur, visiblement, c'était l'argument. Je ne peux pas vous dire si c'est fondé, je n'ai rien à poser. Quoi. Juste, je fais confiance à... Après, ça peut être aussi lié à des facteurs à la fois géographiques et climatiques, moi j'en sais rien. Mais en l'occurrence, est-ce que Toumaï et Lucie, et puis la dernière découverte au Maroc, qui ont été faites. Oui, alors ça c'est plus... Donc, moins de 180 000, moi c'est ce que j'avais sur les cours. Et je crois qu'effectivement, depuis, il y a eu une découverte au Maroc à moins 300 000. Ouais, c'est ça. C'est dans ces eaux-là, quoi. Ça serait le plus ancien, a priori. Oui. Ça serait plus ancien que Toumaï et Lucie. Non. Ah non, c'est l'inverse, c'est plus récent. Lucie, c'est beaucoup plus ancien. C'est plus ancien Homo sapiens qu'ils auraient découvert au Maroc, à moins 300 000. Alors, attends. Toumaï, c'est 8 millions. Ah, Toumaï, c'est plus ancien, c'est ça, on est d'accord. Non, mais alors après, voilà. Au Tchad. Mais voilà, après, on a plusieurs espèces. Ouais, c'est un homme singe, un peu entre les deux, qui a justement les omoplates qui restent dirigés vers le ciel pour se suspendre aux arbres, en fait, et continuer à se déplacer dans les arbres. Mais il y a aussi
la bipédie en même temps. Il y a les deux en fait. C'est ça. Il y a les deux en même temps. C'est pour ça que tu vois, bon... Alors, ce qui est là, dans ce qu'il dit là, ce qui est intéressant, à mon sens aussi, c'est le fait qu'il lie finalement l'appropriation de l'espace et du temps, non pas à la praxis telle qu'on la pense chez Homo faber, c'est-à-dire la praxis de transformation du monde, mais par des outils, mais simplement à son corps, la saisie de son propre corps comme outil. C'est-à-dire qu'apparemment, parce que là, il n'introduit pas la praxis encore telle qu'on peut la penser, quoi, la praxis donc, de transformation du monde avec des outils, mais comme simplement son corps comme outil. C'est-à-dire que le fait que tu mettes ton corps vertical, ça veut dire que tu le considères un peu comme un outil, ou ta main comme un outil, mais pas encore, c'est pas encore la transformation du monde. Là, il y a un problème, parce que si tu veux, ce que j'ai moi sur les proto-hommes, les proto, comment on dit, paranthropes, voilà. Les paranthropes qui datent, il y a plusieurs branches qui ont poussé, qui ont disparu, et qui sont tous, qui ont déjà accès aux outils, quoi. Ils ont commencé à construire des... Non, enfin là, oui. Tu vois, et ça c'est moins... parce que là, donc on avait Lucie, moins 3 millions, mais il y a Paranthropicus, Ethiopicus, moins 2,7 millions, moins 2,3 millions, donc tu vois, c'est sur 500 000 ans. Tu as des espèces, Rudolfensis, moins 2,4 millions, moins 1,6 million, tu vois, c'est des espèces qui durent quand même assez longtemps, mais qui ont utilisé des outils et qui ont disparu, quoi. Et qui sont tous en Afrique. Hein. Ça, pour revenir à ce que tu disais, il faut attendre qu'ils soient vraiment bipèdes pour qu'ils quittent le territoire africain. Je te disais même, il y avait cette hypothèse, si tu veux, de suivre les dents de sabre, voilà, tu sais, ceux qui sont partis aussi vers le nord, et donc qui avaient toujours des restes, quoi. Donc ça fait que les espèces ont suivi ont suivi la mutation, le déplacement des animaux, donc que l'homme a été en fait bouffé des cadavres tués par les... Voilà, ça c'était à un moment donné une anecdote sur la coexistence du milieu, quoi. C'est l'adaptation au milieu, de la marque. C'est là où c'est intéressant ces données, parce que pour revenir à la question tout à l'heure sur la contingence besoin, on voit qu'on a des homos, des paranthropes qui sont bipèdes, et pourtant qui sont quand même dans un état de déréliction, quoi. C'est-à-dire qu'ils ils sont peut-être obligés de suivre des tigres à dents de sable pour survivre, en fait, parce que eux ont des outils naturels qui leur permettent de chasser facilement du gibier. Mais lui, ces hommes-là, ils sont en totale déréliction, angoisse, quoi, parce qu'ils ne sont pas vraiment capables par eux-mêmes de survivre, quoi. Ils ont besoin des tigres à dents de sable. Enfin, ça, c'est la ruse, là. Donc, et c'est là où on voit que le cheminement de la contingence vers le besoin et la fabrication d'outils, ça vient pas facilement, quoi. Si on regarde les primates d'aujourd'hui, ils savent casser des noix, quoi, par exemple, avec des pierres, etc., une enclume naturelle, plus ou moins. Ils arrivent un peu à faire des choix, mais bon, ils restent dans cette pratique. Elle n'évolue pas beaucoup, cette pratique, voire pas du tout. Mais du coup, ces premiers hommes qui ont réussi à se dresser et qui ont déjà un début d'intelligence, par exemple, ils sont capables de suivre les tigres à dents de sable. C'est déjà quand même toute une démarche par rapport à l'espace et au temps, peut-être. C'est incommençable, hein. C'est comme le corbeau et les vautours, ou tous les... comment dirais-je ça
les animaux qui servent des cadavres pour se nourrir. Oui, c'est ça. Ils sont des commensaux, pardon. Comment tu dis? Un commensal. Parasite, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'autre. Le commensal, c'est quelqu'un qui a besoin de ce dont il se sert. Enfin, c'est réciproque, hein. C'est un peu comme le requin et le poisson pilote au-dessus. Ils ne sont pas prédateurs l'un de l'autre parce qu'ils se servent l'un de l'autre réciproquement. Et le chien, donc du coup, en fait, peut-être directement un co... Ouais, le commensal, c'est un peu... Commensal. Ouais, commensal. C'est un parasitisme accepté par les deux parties. C'est pas du culture au monde. Hein, symbiose. Et bah ouais, bah écoute, oui, alors ce qui est là, je pense que c'est comment la verticalité, donc ça serait finalement quelque chose comme le début de la du corps comme outil, quoi, peut-être. J'ai l'impression qu'il dit ça, non, je sais pas. Non, donc comme autonomie, peut-être plutôt comme outil. Comme autonomie, je veux dire, enfin, moi quand j'entends dire que ça libère les mains, donc ça permet l'appréhension, certes, on peut se conceptualiser comme un outil, le corps, mais je veux dire par là que c'est précisément la fuite, l'appréhension plus l'évolution du cerveau. Ça permet des 3 critères selon Kluskar, je ne sais pas comment on peut les déterminer, hein, mais est-ce que c'est postuler le fait que le corps devient un outil? Je ne sais pas. Parce que le Faber, enfin l'homo Faber, celui qui façonne, celui qui... ça c'est peut-être, comme tu parles de... C'est peut-être la toute petite première initiation de la libération du corps comme future capacité à la praxis. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, peut-être que la verticalité, c'est une préparation à la capacité ultérieure à une praxis plus déterminée, type Homo Faber, qui fabrique des choses avec des outils. Mais là, dans un premier temps, peut-être dans la prise de possession finalement de l'espace et du temps, hein, c'est peut-être la verticalité qui, selon Kluskar, joue un rôle initiateur, prépondérant. Ça s'éclaircit dans le propos de Kluskar, dans son développement dans ce livre. Parce qu'avant, il nous parlait du temps-substance, qui pouvait apparaître comme quelque chose d'un peu, enfin, en première instance, on pouvait dire un peu mystérieux, mais là, il nous donne un élément concret d'acquisition du temps-substance, quoi, et de l'espace. De détermination. Dans l'utilisation de son corps comme un outil qui fait passer au sol à debout, en fait, et tenir debout, etc. Ouais, il le dit là, hein, c'est donc en tant que détermination de l'espace et du temps que se constitueront le genre et l'individu. La double détermination de l'humain. C'est-à-dire qu'on passe d'un temps qui s'écoule à travers un individu proto-humain, et d'un espace dont il dit que finalement, quant à l'espace, que faire de ce résidu du temps, retomber du temps dans l'inert, passé devenu matière, autre non-sens, c'est-à-dire qu'il va s'approprier le temps et puis l'espace pour constituer ce qu'il appelle le genre. C'est le passage au travail de la matière, finalement. De toute façon, c'est nécessaire à la praxis. C'est le tout début, même avant. C'est l'amorce. C'est sur lui-même, en fait. C'est intéressant d'être en relation avec Piaget, parce qu'il dit presque tout le temps l'action est en avance sur la pensée. Donc je pense qu'il y a aussi ce phénomène d'action qui va générer la pensée et retourner évidemment dialectiquement d'un vers l'autre. Ensuite, quand tu mets en relation avec Vallon, qui est plutôt sur l'émotion. De l'acte à la pensée. Voilà, de l'acte à la pensée. Je pense qu'il est intéressant aussi de voir l'aspect émotif, émotionnel, non pas en termes, je dirais, pathologiques, mais de rapport, de conditionnement émotif de l'individu, enfin de l'individu à ce stade-là, dans le rapport à cette praxis qui va naître. Et je ne sais pas dans quelle mesure il y a un impact émotionnel ou pas, enfin je suppose qu'il est tout à fait évident, ne serait-ce que pour des raisons de climatologie, d'abri, j'allais dire d'impéricisme interne impropre, mais enfin de manque d'abri, etc., de prédateurs. D'où la fuite et la capacité à se protéger dans les arbres. Mais je pense qu'il est vraisemblable que c'est intéressant de mettre ça en lien avec Piaget et Vallon, parce qu'on est en termes épistémologiques dans les principes élémentaires de la cognitique, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est comment vient la pensée à l'homme, et si en termes de praxis, on reprend on adhère à Kluskar, c'est par le fait de l'acte, et cet acte qui permet le retour, je pense. Alors est-ce que l'augmentation du volume du cerveau
il est proportionnel à l'intelligence qui se crée, parce que la pensée crée de la matière. Je veux dire par là, cervelet et cerveau, j'en sais rien, ça je peux pas le dire, parce que je comprends pas très bien comment le cerveau grossit. Mais en fait, ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'il y a des espèces qui apparaissent et qui disparaissent aussi. Ouais. Donc tu vois, il y a presque peut-être comme aussi ce que disait Patrick Thor, il y a des sauts comme ça d'invention même dans les espèces. Sélection naturelle du coup. Sélection naturelle. Saut qualitatif. Oui. Et qui peut-être font que à un moment donné, je sais pas comment ils disent. Bon, effectivement, on sait que physiologiquement, puisqu'on parle du moins 300 000 ans au Maroc. Bon, ça veut dire on n'a pas de traces physiologiques antérieures de quelqu'un qui est constitué comme homme de Matlon, quoi. Mais bon, alors d'où il vient? Est-ce qu'il est né d'une autre race? C'est un truc que j'ai du mal à... Enfin, tu vois, il est forcément apparu avec un saut comme ça de la nature, quoi, je veux dire. Ah ouais, je sais pas ce qui se passe, ouais, c'est... parce que l'augmentation de la boîte crânienne, il est patent, donc il est avéré, effectivement, même la forme, on atteste. Mais dans Claudicone, dans la trace de fossile, c'est un bouquin qui est très intéressant, c'est la trace de fossile, je ne sais plus trop quoi. Elle essaye de postuler comment effectivement on arrive à reconstituer un tout à partir d'une partie. Oui. Et effectivement, c'est très compliqué de postuler la taille d'une boîte crânienne pour avérer de manière formelle, de manière certaine, que l'évolution humaine se passe sur un QI qui augmente à proportion que la boîte crânienne augmente. Ça, je ne sais pas comment c'est prouvé, mais en fait, ils arrivent à déterminer ça par rapport au milieu, évidemment. Donc, ils retrouvent des outils, ça veut dire qu'il y a une évolution. Quand c'est plus un os sculpté, mais qu'on passe de l'âge de pierre à l'âge de bronze, etc., il y a une évolution. Alors, je ne sais pas comment, en termes physiologiques, ça se traduit, même si tu donnes des critères qui sont déterminants, comme les cervicales avec ce occipital dont tu parlais. Oui, c'est ça. La position, si tu veux, de la verticalité, elle implique... tu libères... un équilibre dont tu parlais tout à l'heure, enfin dont Kluska parlait, et qui fait que de toute façon, la boîte crânienne se tient en équilibre. Quand tu es assis, tu es toujours debout. En fait, on n'a pas notre posture de la boîte crânienne, elle est toujours une posture de quelqu'un de debout, quoi. C'est pas quelqu'un qui se relève de temps en temps et qui... Ouais, c'est ça, ça libère... Musculairement, peut-être, tu as raison, ou peut-être par saut. Là, c'est que de la physiologique. Mais est-ce que tu es d'accord que Michel Kluska, moi, je l'ai quasiment jamais entendu parler, si tu veux, de paléontologie au sens, il ne se documentait pas, à part le roi Gourand, Vallon et puis Piaget, mais donc je pense pas qu'il était, si tu veux, très féru de paléontologie, ou alors il avait vraiment, à mon sens, une culture basique comme on peut en avoir en regardant les documentaires à la télé. Non, je suis pas sûr. En fait, ce qui est ambigu chez Kluska, c'est qu'après Lettres et le Code, c'est le seul bouquin dans lequel il y a une bibliographie. Elle est considérable. Ouais. Elle est vraiment considérable, la bibliographie de Lettres et le Code. Ouais, enfin, il m'a dit que c'était un copain qui lui avait fait. Peut-être. Mais moi, je ne pourrais pas penser qu'il ne l'ait pas lu ou qu'il en ait pris connaissance suffisamment pour pouvoir s'y référer, quand bien même il n'est pas une extension. Non, je crois qu'il connaissait vraiment cette bibliographie, mais dans cette bibliographie, si tu veux, à ma connaissance, il n'en parlait jamais, je suppose qu'il ne connaissait pas spécialement l'œuvre de Stephen Jay Gould ou d'autres paléontologues, si tu veux. Il connaissait, je pense, le champ marxiste, mais je pense pas qu'il se soit même intéressé. Je peux me tromper. Je suis d'accord avec toi que c'est pas. Moi, je me disais tout à l'heure, comme on ne peut pas écrire ce livre, j'imagine pas qu'on puisse écrire ce livre sans même avoir des rudiments de paléontologistes. Sinon, ça serait complètement tombé du ciel, quoi. Je veux dire, il faudrait avoir une imagination. Je ne sais pas s'il ne faut pas plutôt s'en défaire. Non, mais je crois qu'il Je pense qu'il a pu, justement, à partir de ces données paléontologiques, aussi rudimentaires qu'il avait, à partir d'une certaine conception du monde, justement centrée sur la praxis, il a pu détourner le chemin et arriver à des conceptions qui sont
qui sont éclairantes et qui sont novatrices, en fait, à mon avis. Je pense qu'il avait quand même, si tu veux, Si accès à Homo un erectus, corpus marxiste, entre Train-du-Tao, Piaget n'est pas marxiste, mais Vallon, et puis Rousseau, Laurent, Rousseau aussi, parce que Rousseau, de etc. Donc, qui peut... Voilà, je pense qu'il pouvait, si tu veux, il avait des bases, si tu veux, qui, à mon avis, avec toute son intuition qui lui était propre, toute son histoire à Kouskar, qui lui ont permis effectivement de dépasser ce que les autres avaient fait pour faire ce qu'il a écrit là, et Lettres et le Code bien avant, quoi, une trentaine d'années avant. Donc, non, je pense qu'il n'est pas passé, si tu veux, par la paléontologie stricto sensu, telle qu'on peut l'avoir dans Recherche ou il n'est pas paléontologue, Science, ou des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il n'a jamais lu, ou alors très peu, enfin moi, on m'en a jamais parlé, quoi, je sais pas toi, mais un article de Science sur... il n'était pas abonné à ces trucs-là. Non mais bon, le geste et la parole, par exemple, de Laurent Gourand, moi ça m'a impressionné, c'est déjà un fondement... c'est peut-être plus efficace, si tu veux, ce genre de lecture que Après, je sais pas... Il est quand même proche de Patrick Thor, tu vois. Voilà, c'est un proche de Patrick Thor. Moi j'ai rencontré Patrick Thor chez lui à Gaillac, il était passé, il est marrant de dire un homo sapiens, Thor. Mais c'est vrai. Il est pas. Et donc... mais de la même manière que le dit Pagani, il rentre dans une librairie, il prend un bouquin, il dit « Oh, ça je l'ai déjà dit ». Donc il y avait une pression chez lui, je pense qu'à partir du moment où il postule la problématique de l'antéprédicatif, et que tout cet atlantique du concept, comme il le dit, est la source, grosso modo, à laquelle il va s'abreuver pour déterminer le concept de praxis, et en termes marxistes bien entendu, je pense qu'évidemment tout va en découler. Donc à partir du moment où on ramasse un petit peu toute cette problématique, et qu'il sonde là-dedans en permanence, il va amener les catégories nécessaires à lui. Comme il dit, c'est pas mes catégories. Je lui parle de tête, c'est pas mes catégories. Donc il y a des choses sur lesquelles il va te dire qu'il est novice, puis en même temps il est extrêmement cultivé sur la chose. Donc je pense qu'il est vraisemblable que à la fois ça passe par la bande, parce qu'il y a un entourage, pour citer que Pagani parmi d'autres, Thor, ça fait quand même aussi un autre, même dans une certaine mesure, je pense, il ne faut pas l'oublier, le Chalut, j'ai René Commère, qui est moins connu parce que évidemment il fait partie de l'entourage, mais pas à titre de philosophe. Mais dans l'entourage de Kouskar, et n'oublions pas, il est surveillant à Truden dans un lycée, il y a quand même beaucoup de types qui ont dû l'informer d'une manière ou d'une autre, mais peut-être pas de manière empirique non plus et concrète, mais presque par le biais des discussions qu'il y avait au Nazi Club ou je sais pas quoi. Après, il est aussi confronté à une adversité, donc cette adversité, il prend connaissance, il dit toujours qu'il faut lutter avec les armes de l'adversaire. Donc il assimile forcément les théories de l'adversaire pour les tourner à son profit, puisque c'est sa théorie de base en termes subversifs, j'entends, et donc politique de ce fait. Donc dire qu'il est pas, comment dirais-je, nourri de toute ce background, on va l'appeler littéraire, ou du corpus en tout cas, j'ai des doutes quand même, qu'il ne soit pas capable... Oui, il n'était pas vraiment obsédé par ça, mais il avait comme, plus que sans doute beaucoup, une vision, à minima, quoi, enfin, de tous ces... Oui, il les cite en même temps. Il ne cite pas, il n'utilise pas le terme paléontologie, mais il parle de, je ne sais plus, des naturalistes ou je ne sais quoi. Voilà, donc pour lui ça fait partie il parle des sciences de la vie et de la nature, ce genre de choses. Donc, c'est sûr qu'il a vécu dans... Il a des références par rapport à ça, sinon il ne le citerait pas. Voilà, il a vécu dans... il a ce qui se disait, ce qui s'est dit à travers, comme tu disais, les conversations qu'il a eues avec les uns avec les autres. Mais je pense qu'il est autant il avait lu tout le corpus marxiste sur le sujet, autant je pense qu'il a, pour ce qui est de la science paléontologique, il ne s'est jamais tenu au courant de manière scientifique du truc, quoi. Il n'en reste pas moins qu'un mystère subsiste. C'est vrai que vous avez dit chez lui à Gaillac, il n'y avait pas un bouquin.
à part les siens, qui étaient sur la table en bas, il n'y avait pas un bouquin. Donc, si, j'étais au grenier. Avenue Truden, oui, je suis allé au grenier voir effectivement, mais il n'y avait pas tant de bouquins que ça. Non, il y avait 3 fois. Il n'y avait rien. Bon, ils étaient peut-être vendus. Mais Avenue Truden, où il habitait aussi, 2 pièces, il n'y avait pas de bouquin quasiment, quoi. Donc c'est vrai que ça reste un mystérieux. Bon, Dominique sera là, il nous l'expliquerait d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'il y a une formidable capacité d'assimilation, sans doute. Et peut-être ça lui permet de biaiser parce qu'il lit très vite, quoi, en fait, il assimile très vite. Ah non, je passe. Sinon, je repensais une chose par rapport à tout à l'heure sur le niveau émotionnel. Oui. J'avais lu un anthropologue qui, justement, pour essayer de comprendre la différence entre l'homme et l'animal, il disait que l'animal n'a pas le plaisir de réussir, en fait. Il fait juste satisfaire son besoin. Alors que l'homme, ou les premiers hommes, enfin peu importe, les paranthropes, enfin, ceux qui accéderaient à déjà une forme de praxis, ça serait pas forcément dans le fait qu'il mange la banane, etc., mais dans le simple fait d'avoir attrapé la banane, il y aurait déjà le plaisir de la réussite, en fait. Ouais, et peut-être que justement cette nouveauté au niveau de la nature est une incitation aussi à créer, à inventer, à être dans la praxis. On en vient aux affects, hein, certainement. Cette dimension-là doit entrer en ligne de compte. C'est vrai que le bouquin d'Émile Jalel est très intéressant, hein, parce que Vallon, lecteur de Freud et Piaget, on voit bien la mise en relation des trois domaines, finalement, dans le marxiste. Piaget, on ne peut pas le situer, c'est compliqué à mon avis, et Freud, ça va plus de soi, mais le bouquin de Jallet est très très poussé, je trouve. Il est intéressant de le découvrir parce qu'il rentre dans toutes les catégories Jallet, dans lesquelles on doit appréhender Vallon, d'un côté à la fois la psychologie, de l'autre côté l'épistémologie chez Piaget, et puis chez Freud, évidemment, la psychopathologie, quoi. Et donc cette mise en relation des trois entités, si on peut le dire comme ça, via le corpus marxiste, via le néo-kantisme, cette édition sociale, via le néo-kantisme, etc., c'est intéressant. Alors, il est marxiste, je ne peux pas dire quelle obédience, quelle tendance, etc., parce qu'évidemment, c'est plus compliqué qu'il y paraît, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, marxisme et théorie de la personnalité de Lucien Sèvres aussi n'est pas inintéressant, avec ce concept de la science de la biographie, qu'on lui a contesté longtemps, et particulièrement Garaudy. C'est aussi des bouquins intéressants qu'avait édité les éditions sociales, dont vous poursuivez le travail.